Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Bonsoir à chacun et à tous. Dans la première rubrique consacrée aux lois et programmes de développement, nous parlons du contentieux électoral. Les élections sont passées et là s'installent les contentieux électoraux. Ce qu'on appelle contentieux électoral, quels sont les différents types de contentieux en matière électorale? On aura toutes les informations tout à l'heure. Juste après cette première rubrique, nous allons retrouver notre spécialiste chroniqueuse Maryse Aranzo-Glele pour nous parler du citoyen et le député, la relation entre le citoyen et le député. Et puis dans la rubrique participation citoyenne, nous nous intéressons aux voies de recours du citoyen selon le code électoral. Et ce sera avec Emmanuela Rekpazo, notre spécialiste en participation citoyenne. La dernière rubrique, changement de mentalité, avec Gracien Dossou, nous parlerons de la mentalité qui change un pays. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, le WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le mail, le site internet. Alors, qu'est-ce que le contentieux électoral? Quels sont les différents types de contentieux en matière électorale? Quelles sont les juridictions en charge du contentieux électoral en République du Bénin? Voilà autant de questions auxquelles vous trouverez réponse ici dans ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. Le contentieux électoral. Qu'est-ce que le contentieux électoral? Le contentieux électoral est celui qui a pour objet de vérifier l'authenticité ou l'exactitude du résultat de l'élection. Il peut aboutir à la confirmation, à la reformation ou à l'annulation de l'élection. En d'autres termes, le contentieux électoral a pour objet de vérifier la régularité des actes préparatoires et la validité des élections. Il vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux. Quels sont les différents types de contentieux en matière électorale? En tenant compte des différentes élections politiques qui se déroulent en République du Bénin, nous avons trois types de contentieux électoraux. Il s'agit d'abord des contentieux électoraux relatifs aux élections présidentielles, ensuite les élections législatives et enfin les élections locales, communales et municipales. Quelles sont les juridictions en charge du contentieux électoral en République du Bénin? Les différents contentieux électoraux sont soumis selon les cas à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême. Le contentieux électoral relatif à l'élection du président de la République et à l'élection des députés est soumis à la Cour constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, la Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elles auraient pu par elles-mêmes relever et proclame les résultats du scrutin. Statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives. Le contentieux électoral relatif aux élections locales, communales et municipales relève de la compétence de la Cour suprême. Qui peut initier un contentieux électoral? Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. Comment saisir les juridictions compétentes en matière de contentieux électoral? Dans le cas de l'élection du président de la République ou des élections législatives, la Cour constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée à son secrétaire général. Dans le cas des élections locales, communales et municipales, la Cour suprême est saisie par une requête écrite adressée ou au greffe de la Cour ou au greffe du tribunal de première instance territoriale compétent ou au chef d'arrondissement ou au maire ou au préfet. Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent
Le chef d'arrondissement, le maire, le préfet saisi avise par tous les moyens de communication appropriés le greffe de la Cour suprême et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi. Quel est l'aboutissement du contentieux électoral? Après examen des éléments de fait et les preuves qui fondent les contestations nées en matière électorale, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême peuvent, par décision ou arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit corriger le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu. Où se procurer la loi portant code électoral en République du Bénin? Les dispositions légales relatives au contentieux électoral sont réunies dans la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Cette loi est en vente dans les différentes librairies de la place et est disponible gratuitement sur le site internet du secrétariat général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bg. Un nouveau type de citoyen, NTC, connaît les dispositions légales relatives au contentieux électoral en République du Bénin. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir du contentieux électoral. Si vous avez besoin d'autres précisions, rendez-vous sur le site du secrétariat général du gouvernement, sgg.gouv.bj. À présent, je vous invite à recevoir notre chroniqueuse du jour. Nous sommes dans la rubrique patriotisme et civisme et nous nous intéressons à la relation qui doit exister entre le citoyen et le député. Ils sont déjà élus, ils nous représentent désormais au niveau de l'Assemblée nationale, mais quelle relation doit exister entre eux et leurs citoyens, ceux qui les ont élus? Nous avons notre chroniqueuse Maryse Aranzo-Glélé pour nous répondre. Bonsoir Maryse. Bonsoir Heureuse. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Alors, il est partagé. Quelle relation peut exister entre le député et le citoyen? Une relation très intéressante, Heureuse. Mais avant d'y arriver, il faut déjà rappeler que les députés, qui sont généralement appelés les élus du peuple, sont des hommes politiques qui sont élus dans une circonscription électorale et qui siègent à l'Assemblée nationale. Cependant, compte tenu de la fonction de contrôle de l'action de gouvernement et de vote de loi qui vaut au niveau national et qui est dévolu à l'Assemblée nationale, chaque député, bien qu'élu dans une circonscription électorale, représente la nation tout entière. Il exerce la souveraineté, il exerce une part de souveraineté nationale. Il a un mandat national. En effet, selon l'article 4 de notre Constitution, le peuple est souverain. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Donc, on comprend aisément qu'entre le citoyen qui représente le peuple, qui est un membre du peuple, qui a le pouvoir souverain, et entre le député, qui est un élu du peuple, qui exerce une part de souveraineté, il y a une relation de mandant et de mandataire, une relation d'envoyeur et d'envoyé. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'élu sans peuple. Et donc, le député qui représente le peuple, il doit tout faire pour incarner les aspirations du peuple, pour refléter les options du peuple et pour défendre les intérêts du peuple. Et donc, pour ce faire, le député, il doit garder constamment contact avec ses mandants pour connaître leur vécu. Il doit, autant que faire se peut, autant que possible, les consulter sur les contenus des projets et propositions de loi, de sorte à s'assurer qu'il prend en compte les besoins de ses mandats lorsqu'il légifère. Il doit défendre leurs intérêts vis-à-vis du gouvernement et des pouvoirs publics dans sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Il doit leur rendre régulièrement compte des décisions qu'il prend en leur nom. Mais le citoyen a aussi sa part à faire. Et le citoyen, lui, il doit partager avec les députés tout ce qui fait ses préoccupations, ses problèmes, les problèmes de sa communauté, de sorte que, et faire même des propositions pertinentes aux députés pour la prise en compte de pour la résolution de ses problèmes et de ses préoccupations.
il doit s'efforcer de connaître les lois qui sont votées et contribuer même à la vulgarisation de ces lois-là. Il doit pouvoir interpeller le député sur le respect et l'application des lois votées. Parce qu'il ne s'agit pas de voter seulement les lois. Il faut qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles soient respectées pour que le citoyen puisse bénéficier vraiment des nouveautés et d'amélioration des conditions que portent ces lois-là. Et le citoyen, il peut aussi, de façon collégiale, avec d'autres citoyens, susciter le vote de lois qui vont aller dans l'amélioration des conditions de sa communauté ou de l'État. Donc, voilà un peu les relations particulières qui peuvent exister entre le député et le citoyen. Donc, le député qui maintient contact régulier avec ses mandants, avec son électorat, avec les citoyens, il est vraiment pleinement dans l'esprit de son rôle et de sa fonction d'élu du peuple. C'est ça. Mais le député qui coupe ce lien-là, qui ne garde pas ce contact, on va dire simplement qu'il se fourvoie. À partir de ce moment, il ne représente plus le peuple. Il ne fait que se représenter lui-même. Donc, le député et le citoyen sont comme les deux faces d'une même pièce. Ils sont consubstantiels l'un à l'autre et l'un ne peut exister sans l'autre. Et à NTC, nous recommandons aux citoyens, quand bien même ce contact ou ce lien est distendu de la part des députés, il faut que le citoyen puisse trouver les voies et moyens de collaborer et de rester en contact avec les députés. Car le développement, ne l'oublions pas, commence par le citoyen. Merci beaucoup, Marie-Zahra Ranzo-Glele. Alors, chers citoyens de type nouveau, vous n'avez plus d'excuses, voilà. Lorsqu'on vous demande si vous savez où est le siège de votre député, que vous nous dites, j'avoue que je ne sais pas, moi j'ai voté, c'est passé déjà, il est là-bas, nous sommes ici. Et également, vous, députés, vous n'avez pas le droit de couper les ponts avec les citoyens, ceux qui vous ont élus. Souvent, certains se disent, bon, je dirais le travail est déjà fait. Je suis là-bas déjà. Bon, je fais tout ce qu'il y a à faire sans consulter ma base et on attend quelques mois ou une année avant les prochaines élections législatives et puis c'est là on reconnaît le poids du peuple et on retourne vers le peuple. Et là, souvent, le peuple sanctionne. On ne vous le souhaite pas. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la chronique de ce soir. Nous vous invitons à présent à recevoir notre experte, notre spécialiste en participation citoyenne. Dans la toute première rubrique, nous vous avons parlé du contentieux électoral. Là, nous sommes dans la même dynamique et nous parlons des voies de recours du citoyen en matière électorale dans notre pays. Mais avant de retrouver notre spécialiste en participation citoyenne, voici la réponse des citoyens lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'un recours. Un recours électoral est une irrégularité observée pendant l'élection. Un recours est l'ensemble des insatisfactions et observées pendant la période électorale. Un recours électoral, ce sont les imperfections enregistrées lors d'une élection. Un recours électoral, c'est une insatisfaction observée avant, pendant et après la période électorale. Inès Kwasi-Nanga, merci pour le choix de ces citoyens-là. Donc, Emmanuel Arekwazo, bonsoir. Bonsoir, ma chère. Merci d'être là ce soir encore. Merci pour le sacrifice. Devoir républicain oblige. N'est-ce pas? Alors, qu'entendez-vous par recours? Alors, de manière générale, le recours désigne le moyen, la capacité ou le fait dont dispose une personne d'en appeler à une tierce pour venir faire une sorte de médiation dans une situation conflictuelle qu'on peut appeler un contentieux. Un contentieux. Voilà. Maintenant, dans le contexte électoral, le recours constitue l'ensemble des voies légales dont dispose un citoyen pour contester un acte électoral, mais auprès d'une juridiction qualifiée. D'accord. Le recours ne consiste pas à contester les élections sur les réseaux sociaux ou à la télé, à la radio et autres. Il faut aller auprès des juridictions qualifiées
pour pouvoir formuler en bonne et due forme la Cour constitutionnelle dans un cas donné ou la Cour suprême dans un autre cas. Ça dépend des élections. Nous en reviendrons. Nous en reviendrons. Alors, que dit la loi de cette prérogative? Alors, le recours en matière électorale est consacré par l'article 117, alinéa 2 de la Constitution et est organisé par le titre 9 du Code électoral. Le Code électoral précise, nous avons commencé par en parler rapidement, que c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour trancher les recours dans le cadre des contentieux électoraux du président de la République, pour élire le président de la République ou pour élire les députés, c'est-à-dire élection présidentielle ou élection législative. Mais en ce qui concerne les élections communales, c'est la Cour suprême qui est compétente pour trancher les recours. Maintenant, venons dans le contexte des élections présidentielles. Au cours des élections présidentielles, lorsqu'il y a un recours, un candidat ou un parti politique veut formuler un recours, il adresse au secrétaire général de la Cour constitutionnelle une requête dûment écrite. Il est aussi laissé aux candidats ou aux membres des partis en lice la prérogative d'exercer des réclamations entrant dans le cadre du contentieux des candidatures ou celui relatif au recours pour refus d'enregistrement devant la Cour. Et dans ces cas, la Cour a 5 jours pour trancher et donner une décision. Le délai maximum de réaction de la Cour, c'est de 5 jours. Voilà. Venons maintenant dans le contexte des élections législatives. Le recours prend la forme. Le recours prend la forme d'une requête adressée soit au greffe de la Cour constitutionnelle, soit au préfet ou au ministre en charge de l'administration territoriale, qui la transmet directement et sans délai à la Cour pour que la Cour puisse statuer. Lorsqu'on va maintenant dans le contexte de l'élection communale, nous avons dit tantôt que c'est la Cour suprême qui statue. Alors, le citoyen, les candidats ou les partis en lice formulent leur requête et saisissent directement le greffe de la Cour ou le maire de la commune ou le tribunal de première instance territorialement compétente dans la localité où la requête et le recours est formulé. Ces différentes structures ont l'obligation de transmettre aussi sans délai immédiatement par toutes les voies de communication possibles à la Cour suprême, au juge administratif de la Cour suprême pour trancher. Mais il faut noter que dans cette condition, la Cour dispose de 6 mois pour trancher. Voilà un peu ce qu'on peut retenir, de cette loi, des prérogatives. Notons aussi, il faudrait qu'on précise aussi que les citoyens ont la possibilité de faire des recours. Si par exemple vous êtes fait enregistrer sur une liste électorale et qu'au moment de voter, vous n'avez pas vu votre nom, vous pouvez toujours faire un recours. Pas au moment de voter. Lorsque la liste électorale est publiée, vous pouvez aller faire un recours. Et déjà que la liste électorale est disponible maintenant en ligne, vous pouvez déjà aller vérifier et réclamer devant les structures compétentes pour pouvoir avoir votre nom inscrit. Alors, nous retournons le micro aux citoyens pour avoir à nouveau leur avis sur la thématique. Et le recours est souvent adressé aux personnes compétentes en la matière. Et par exemple, au Bénin, on peut avoir la Sénat, la Commission électorale nationale autonome ou la Cour constitutionnelle. On peut adresser un recours à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême. Un recours électoral peut être adressé à la Cour constitutionnelle comme à la Cour suprême. On peut adresser un recours électoral à la Sénat et au Cour suprême. Voilà leur avis sur la thématique. Madame la spécialiste, à présent, un appel à lancer aux citoyens. D'accord. Très chers concitoyens de type nouveau, à l'issue d'élections qui met forcément en jeu des intérêts des uns et des autres, il peut y avoir des mécontents.
au lieu de nous lever pour créer des soulèvements populaires, nous pouvons orienter nos candidats et leurs partis en lice à formuler les recours aux cours compétentes pour pouvoir trancher dans les délais qui sont impartis par la loi. La formulation des recours en période électorale ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Il y a des voies autorisées qui sont déjà bien décrites par nos lois, la Constitution non à travers les et le Code électoral, non à travers les grognes, vraiment. Donc, il faut, si nous voulons voir notre pays évoluer de manière harmonieuse, utiliser ce que dit la loi, puisque un nouveau type de citoyen, c'est celui qui connaît les lois et les met en pratique. Voilà. Soyons tous donc des NTC, des nouveaux types de citoyens. Merci beaucoup Emmanuel Arekpazo. En tout cas, si vous avez besoin d'informations sur les contentieux, sur les voies de recours et autres, rendez-vous sur le site du secrétariat général du gouvernement, sgg.gouv.bj. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis 21h, nous vous invitons à présent à recevoir notre expert en changement de mentalité. Nous sommes à nouveau avec Gracien Dossou, voilà notre expert en changement de mentalité. Et aujourd'hui, il nous parle de la mentalité qui change un pays. Monsieur Dossou, bonsoir. Oui, bonsoir, heureuse. Alors, quelle est la mentalité qui change un pays? Bon, parlant de la mentalité qui change un pays, d'abord, tout être humain aspire à une évolution. Tout être humain aspire à voir, aussi un souhait pour voir le développement de sa patrie, de sa nation. Mais pour que ces choses puissent devenir choses réalisées, d'abord, chaque fils et chaque fille d'un pays doit d'abord avoir une mentalité changée. Généralement, nous constatons qu'il y a deux catégories de personnes. La personne qui a une mentalité de développement d'un pays, mais d'autres personnes qui sont aussi des personnes qui constituent des freins au développement du pays. Oui, c'est ça. Nous avons donc des citoyens développeurs et des citoyens qui se jouent les freineurs. Les freineurs, vraiment, du développement. Du développement. Donc là, si le pays change, je pense que c'est le bonheur de nous tous. Mais pour que cela puisse arriver, d'abord, pour construire une maison, nous devons, s'il y avait une ancienne maison, forcément, nous avons besoin pour dire que nous voulons construire une nouvelle, on doit d'abord détruire la première. Donc, la même chose pour la mentalité qui change un pays. Si nous avions une mentalité, c'est-à-dire on doit changer, on doit déraciner cette ancienne mentalité pour pouvoir installer une nouvelle. Tant que nous n'allons pas installer une nouvelle, nous ne pouvons jamais parler du changement d'un pays. Parce que, en réalité, le pays est changé en fonction de la mentalité que le peuple installe. C'est ça. Donc là, nous pouvons voir, nous pouvons assister à un scénario. En temps ici, il y avait le déguerpissement dans ce pays. Mais en ce moment, cela avait créé beaucoup de mécontents dans le cœur de plusieurs personnes. Mais après, lorsque cela a été fait, nous pouvons voir finalement que beaucoup de Médinois sont heureux à cause de cet acte qui était posé. Mais ça avait créé premièrement de mécontents. Effectivement. Mais finalement, ça a créé la joie dans le cœur de la population. Oui. Si on parle de la mentalité, c'est en fait un plan de construction. Ce que vous voulez construire, c'est selon le plan que vous avez préétabli que la construction doit suivre ce plan, n'est-ce pas? Donc, si nous avons une mauvaise mentalité, nous allons toujours s'attendre à voir un pays qui ne sera jamais changé. D'accord. Aussi, quand nous voyons beaucoup de personnes qui constituent des freins pour le développement,
Lorsqu'il y a un problème, une difficulté, ces personnes ne font que murmurer. Ces personnes ne font que se plaindre. Ils n'arrivent pas à se surpasser. Non. Mais celui qui a une mentalité de leader, celui-là, il prend tous les problèmes, toutes les difficultés comme une opportunité pour évoluer. Donc si dans un pays, vraiment, les citoyens peuvent avoir une mentalité, une nouvelle mentalité, une mentalité de leader, une mentalité qui confesse la positivité. Malgré qu'il y a des problèmes, eux, ils changent le problème en opportunité. Ceux qui peuvent changer des problèmes en opportunité sont des développeurs et c'est ceux-là qui peuvent maintenant permettre le changement véritable dans un pays. Dans un pays. Oui. D'accord. Et vous avez un dernier mot à l'endroit des citoyens de type nouveau? Oui, pour les Béninois, les citoyens de type nouveau, nous les exhortons vraiment à travers ce programme à changer vraiment de mentalité. Au lieu de voir seulement de problèmes partout, vraiment qu'ils commencent par convertir ces problèmes qu'ils voient sous leurs yeux en des opportunités. Oui, en des opportunités. Et aussi, au lieu de crier toujours « c'est impossible, c'est impossible », il faudrait quand même qu'ils puissent aussi commencer par dire désormais que tout est possible. Donc avec cela, vraiment nous pouvons arriver à un Bénin qui est vraiment changé et nous tous, nous allons en bénéficier au maximum. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dosso. Espérons changement de mentalité. La mentalité qui change un pays, nous la connaissons désormais. C'est la mentalité du développeur. Mais quand on prend toute la nation béninoise, combien sommes-nous à avoir une mentalité de développeur? Je pense que chacun, en ce qui le concerne, en fonction des actes qu'il pose dans la société, peut déjà se juger, peut déjà se dire, bon oui, je suis un développeur de ma nation peut compter sur moi, ou malheureusement, j'ai eu à poser certains actes qui ont concouru au freinage ou au blocage du développement de notre nation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. Nous vous remercions pour l'attention chaque fois renouvelée. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le mail et le numéro WhatsApp toujours ouvert 24h/24 pour vous recevoir, le 97 41 42 67. D'ici à là, portez-vous très bien.